Demain, Donald Trump réunit les Avengers de la crypto pour un sommet historique à la Maison Blanche. Un tournant pour le Bitcoin et les crypto-monnaies? Accrochez-vous, ça va secouer. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le jeudi 6 mars 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Ah, une deuxième journée dans le vert, qu'est-ce que ça fait du bien. Et là, clairement, les alts reprennent des couleurs. On voit du 10%, du 11%, du 12%, du 13% pour RB, du 22% pour Ondo, et même du 25% pour Move. Alors Move, on va comprendre pourquoi, je vous expliquerai après. Mais clairement, les alts sont en train de reprendre des couleurs. En ce qui concerne l'index de la peur et de la cupidité, on est toujours dans l'extrême peur. À 25, c'est mieux qu'hier, on était à 20. Je rappelle que la semaine dernière, on était à 10. Donc il y a du mieux, on n'est pas encore complètement rassuré, mais clairement, il y a du mieux. Alors pour les news, notre sacré loustic, notre cher Donald Trump, il accusait Zelensky de jouer avec la Troisième Guerre mondiale, mais clairement avec cette trade war, là, avec sa guerre commerciale, c'est clairement lui qui est en train de jouer avec le feu. D'ailleurs, la Chine lui avait répondu suite à l'annonce de ses tarifs. Ils lui ont dit que ce soit une guerre de tarifs, une guerre commerciale ou quelque autre type de guerre que ce soit, nous serons prêts à aller jusqu'au bout. Voilà ce que lui ont répondu les Chinois. Alors là, dans l'escalade diplomatique, on est à la limite de passer en orbite là. Enfin voilà, dans cette news, il est dit que d'ici la fin de la journée, Donald Trump devrait décider s'il va baisser les tarifs de 25% contre le Canada et le Mexique. En fait, comme je vous le disais hier, c'est simplement, on est rentré en phase de négociation. C'est la façon qu'a Elon Trump de négocier. Il montre les gros bras, il fait peur pour pouvoir après négocier à son avantage. Alors la news suivante, c'est que le secrétaire au commerce Howard Lutnick confirme que la réserve stratégique de Bitcoin des États-Unis est probablement en préparation. Je cite, « Une réserve stratégique de Bitcoin est quelque chose qui intéresse le président et je pense que vous allez la voir mise en place vendredi. » Lors donc du sommet crypto. On a même le directeur des investissements de Bitwise, qui est un gros fonds d'investissement, Matt Hougan, qui affirme que la réserve de crypto de Trump sera presque entièrement composée de Bitcoin et sera plus grande et plus importante que ce que les gens imaginent. À côté de ça, on a BlackRock, bon je les présente plus, c'est le plus gros fonds d'investissement au monde, ils gèrent plus de 10 000 milliards de dollars, et ils disent donc que si chacun des millionnaires aux États-Unis voulait posséder un Bitcoin, il n'y aurait pas assez de Bitcoin à disposition. Bon, non pas qu'il y ait 21 millions de millionnaires aux États-Unis, mais vu que la supply totale de Bitcoin ne pourra pas excéder 21 millions, et qu'on a vu la dernière fois que 10% ont déjà été perdus, que certains n'ont pas bougé depuis des années et des années, que les institutionnels n'ont pas prévu de revendre leur Bitcoin de sitôt, effectivement, si les millionnaires voulaient tous en avoir un, ça serait compliqué. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, j'ai quasiment que des news bullish. Beaucoup d'opium pour cette fin de semaine. D'ailleurs, on a encore une news bullish. L'open interest. Alors l'open interest, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'intérêt ouvert, évidemment, c'est la traduction littérale, c'est pas compliqué. C'est l'intérêt ouvert que les traders ont pour un actif. Alors là, en l'occurrence, le Bitcoin. Et donc plus l'intérêt ouvert est grand, plus il y a des traders en position qui sont donc en train de parier sur le marché. Et là, donc ce petit graphe nous dit qu'on est descendu à des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis le mois d'août 2024. Donc on a un bas. Alors on est toujours haut, on est dans les 23 milliards d'intérêt ouvert, mais par rapport au dernier mois, en fait, on est très bas. Ça veut dire qu'en fait, avec toutes les liquidations qu'il y a eu ces derniers temps, tous ces parieurs à la hausse qui pensaient s'être bien positionnés juste avant ou juste après les élections, donc avant la grosse montée, toutes ces personnes qui pensaient être safe et pouvoir garder leur position pendant tout le bull run, eh bien, ils se sont fait rincer. Donc ça a sorti du marché énormément de nouveaux arrivants, et maintenant que l'intérêt ouvert est redescendu, le marché peut repartir tranquillement à la hausse. Oui, c'est bullish. Allez, on continue, donc la World Liberty Financial, qui est donc la société d'investissement de Donald Trump et sa famille. Cette news nous dit qu'elle a considérablement augmenté ses avoirs en Ethereum. Au cours de la semaine dernière, l'entreprise a presque doublé ses actifs en Ethereum. Alors on va voir rapidement ce qu'ils possèdent. Je l'avais fait déjà dans une vidéo précédente. Et bon, vous voyez, ils ont 58,12% d'Ethereum, 12% du SDC, c'est des stablecoins. Ils ont presque 20% de WBTC, ce sont des wrap BTC. Ce sont des bitcoins qui sont enveloppés sur la blockchain Ethereum. Ça leur permet de les staker. Donc ils ont 12 plus 3,48% de stablecoin, 3% de TRX. Et après, donc, les autres assets représentent 4% de leur portefeuille. Donc ça fait 1,46 sur AAV, 1,42 sur Link, 0,76 sur ENA, 0,37 sur Move et 0,05 sur Ondo. Je vous disais que je vous reparlerai de Move. En fait, la World Liberty Financial vient d'acheter pour 25 millions de dollars de WBTC, d'Ethereum et également de Move. Le portefeuille du projet a envoyé 25 millions de dollars en USDC à un contrat qui a acquis 10 millions de dollars en ETH, 10 millions de dollars en WBTC et 1,5 million de dollars en Move, avant de renvoyer les actifs au portefeuille principal de la WLF. Eux, clairement, ils sont en train de buy the dip. Pendant que tout le monde panique, en train de vendre leurs cryptos, en train de se dire c'est foutu, c'est la fin, le bull run est fini, on est en bear market, et ben qu'est-ce que font les gros fonds? Ils achètent.
C'est exactement la mentalité qu'il faut avoir. Et alors, la dernière news, hyper méga bullish, qui est donc le sujet de cette vidéo et de la miniature. Demain va avoir lieu un sommet historique à la Maison Blanche pour discuter et arbitrer de la politique des États-Unis vis-à-vis des crypto-monnaies. Accrochez-vous bien, je vais vous montrer la liste des invités. C'est déjà une sacrée équipe. D'où les Avengers de la crypto. Alors on a Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy. Stratégie aujourd'hui qui détient 500 000 bitcoins. 500 000 bitcoins. David Bailey, le CEO de Bitcoin Magazine. Matt Wang, le cofondateur de Paradigm. JP Richardson, qui est le CEO de Exodus, Kyle Samanier, managing partner de Multicoin Capital. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais on a les CEO de toutes les plus grosses sociétés crypto ou liées à la crypto de l'histoire des États-Unis. En non confirmé, on aurait même Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum. Il manquerait plus que Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Malheureusement, on sait toujours pas qui c'est. Et je vous laisse lire tranquillement cette liste. Clairement là, si vendredi les cryptos n'explosent pas, je sais pas ce qu'il nous faudra pour ce cycle. Allez, on passe au calendrier économique. Donc, on regarde les résultats d'hier qui sont mitigés. On a 2 news qui sont moins bonnes que prévues et 2 news qui sont meilleures que prévues. Bon, vous avez vu les marchés, c'est monté tranquillement. On va voir ça tout à l'heure dans l'analyse technique. Et donc, pour aujourd'hui, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage. Je vous rappelle, plus le chômage monte, moins l'économie se porte bien. Et donc plus la Fed serait susceptible de baisser les taux. Plus le chômage baisse, plus l'économie se porte bien. Et donc moi, la Fed n'aurait de pression pour baisser les taux. On continue sur les inflow-outflow des ETF. Et donc hier, alors je pense que c'est un chiffre provisoire, mais on a 22 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin. Je vois qu'ici, c'était quand? C'était le 28 février. On a également 94 millions. À l'époque où je vous ai fait la news, c'était en négatif. Mais vous savez, les chiffres sont actualisés en fait tous les jours parce que tout n'est pas communiqué à l'instant T. Là, on est le 6 au matin. Tous les chiffres d'hier n'ont pas encore été communiqués. Donc pour l'instant, on n'est qu'à 22 millions, mais probablement, ça va monter un petit peu. Donc on est en train de voir des flux entrants sur les ETF. C'est bon signe, c'est bon signe. Alors sur l'ETF Ethereum, c'est 63 millions de dollars qui sont sortis. Là, j'ai l'impression qu'on n'a que les chiffres de Grayscale. On verra au cours de la journée. Je vous ferai un petit update pour demain. Et bon, clairement, ça reflète un petit peu l'état d'Ethereum en ce moment. C'est pas Jojo sur l'Ether, on va le voir tout à l'heure en analyse technique. Donc effectivement, voilà, comme prévu, le Bitcoin a rebondi sur ce support. On est tranquillement en train de remonter vers les liquidités qu'il y a au nord. Alors, on ne monte pas aussi rapidement que la news de dimanche, mais pourquoi? Parce que justement, les news, ce sont des catalyseurs, ce sont des anomalies du marché. Le marché ne monte pas comme ça en ligne droite, ni ne descend pas comme ça non plus en ligne droite. Donc là, on monte tranquillement, on fait notre petit chemin jusqu'aux 100 000 dollars, je l'espère. Et alors, quand on regarde le graphique du Bitcoin en daily, on voit qu'effectivement, on a 3 belles bougies blanches qui viennent juste après cette belle anomalie. Donc, il y a eu donc dimanche et lundi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dimanche, Donald Trump a annoncé qu'ils allaient mettre donc du Cardano, du Solana et du Ripple dans la réserve stratégique en crypto-monnaie des États-Unis. Il a rajouté derrière qu'il mettrait évidemment du Bitcoin et de l'Ethereum. Et donc, ça a fait exploser le marché un dimanche, un jour où les institutions n'étaient pas ouvertes. Et donc, comme il y avait beaucoup de retail qui achetaient et qu'il n'y avait pas en face les institutions pour contrecarrer, le prix est monté brusquement. Mais dès lundi, dès l'ouverture, évidemment, les institutions ont pris leur profit et ont refait chuter le prix au niveau d'avant le week-end. Heureusement, le prix a bien tenu. Je vous avais tout expliqué dans la vidéo hier. Je vous fais un petit lien en haut pour que vous puissiez aller la voir. D'ailleurs, allez la voir, elle est très intéressante. Vous comprenez pourquoi c'est sur ce niveau-là qu'on a rebondi. Et alors, quand on zoome en 1 heure, on voit que toutes ces zones d'imbalance, de déséquilibre, je les ai pas tracées, enfin, je les ai supprimées parce qu'on les a traversées. On les a traversées tranquillement. Il y en avait une ici, il y en avait une également ici, hop, hop. Et en fait, on est en train de les enfoncer tranquillement. Et là, je voulais prendre un short, donc un pari à la baisse, juste sur l'order block. Malheureusement, je me suis fait front run. Front run, ça veut dire que j'avais placé mon ordre ici à 92 824, mais on n'y est jamais monté. Si je zoome, en 5 minutes, on voit que on n'est même pas arrivé sur l'order block, on est déjà en train de retracer. Bon, peut-être qu'on va y remonter tout à l'heure, on va voir. Pour l'instant, on a une belle impulsion haussière qui continue, qui perdure. Voilà, je vais plutôt en réalité chercher à longue que à short. Là, par exemple, si on retourne sur cette zone-là, clairement, ce sera une bonne zone de long. Je le rappelle, un long, c'est un pari à la hausse, un short, c'est un pari à la baisse. Bon, là, clairement, sur le Bitcoin, la zone à surveiller, c'est la zone des 95 000 $, puisque c'est la zone sur laquelle on s'est fait rejeter dimanche. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'ordres passés en short ici. D'ailleurs, c'est totalement compréhensible. Quand on revient sur le graphique en daily, on voit qu'on était dans une zone d'accumulation là qui avait duré 15 jours. Donc, c'est une zone là où finalement, on est parti à la baisse. Ça veut dire que les vendeurs ont gagné. Et donc, dans cette zone-là, il y a énormément de vendeurs qui ont été accumulés pendant des semaines.
Donc là, en fait, si on revient sur cette zone-là, ça va être la zone fatidique, où il va falloir justement traverser pour pouvoir partir à la hausse. Et là, il va falloir une vraie poussée haussière. Si on n'a pas une bonne impulsion, bon, on risque de se retrouver dans un range là entre les 95 000 $ et les 85 000 $. Là, c'est aussi un risque. Hein. C'est pas parce qu'il y a des news bullish, tout ça, qu'on va partir to the moon et tout de suite en exponentiel. Là, clairement, avec les institutions, on a vu que les phases paraboliques des cycles précédents, on se demande si elles vont encore exister. Pour l'instant, je pars plus dans l'hypothèse d'un range entre les 95 000 et les 85 000. Mais on ne sait jamais, avec la réunion qui aura lieu demain, il est possible qu'on ait une belle impulsion haussière et que c'était ce que le marché attendait et qu'on traverse cette zone, c'est aussi possible. Hein. À voir, à surveiller. Sur l'Ethereum, bon, c'est pas folichon. Hein. On remonte tout doucement, mais alors vraiment tout doucement. Hein. Là, clairement, on a du mal à décoller de la zone de support. Et alors là, pour franchir ce top-là, compliqué quoi. 2500 $, c'est pas pour tout de suite, hein, à moins d'un gros réveil et qu'effectivement il y ait des news super bullish pour l'Ethereum lors du sommet de demain. Bon, pour l'instant, Ethereum est endormi. Il reste à surveiller. Alors, c'est bien d'investir hein, dans la zone des 2000, là, c'était bien d'investir. Maintenant, il faut le voir vraiment reprendre de la force face au Bitcoin pour pouvoir être optimiste sur l'Ethereum. D'ailleurs, quand on regarde le ratio Ethereum-Bitcoin, on se rend compte qu'on est toujours sur le bas de la zone, quoi. On est sur la zone de support, mais on est dans les bas historiques, quoi. On est à 0,025. Ce qu'il faudrait voir pour l'Ethereum, pour considérer qu'il a repris de la force face au Bitcoin, ce serait bien de voir casser cette tendance-là et passer les 0,04, quoi. Alors, je fais une petite parenthèse aujourd'hui pour non pas étudier un altcoin, mais pour en parler en tout cas. C'est un des abonnés qui m'a demandé en commentaire hier. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous, que effectivement j'analyse un token ou le token de votre choix, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Donc il m'a été demandé hier de regarder le token Pi, d'en parler. Alors avant de rentrer dans son graphique, je vais vous dire ce que moi je sais du token Pi. Token Pi, c'était effectivement quelque chose qui avait été lancé sur le précédent cycle et où on pouvait miner cette crypto depuis notre téléphone, depuis n'importe quoi en fait, depuis l'ordinateur, depuis... Et donc, ça permettait de miner cette crypto-monnaie. Alors effectivement, on en mine, on en minait même beaucoup. Et derrière, en fait, le protocole, là... a sorti effectivement enfin son token et toutes les personnes qui ont miné du Pi pendant toute cette période donc ont la possibilité maintenant de claim les tokens qu'ils ont minés. Claim, c'est-à-dire les réclamer. Et alors pour les réclamer, de ce que j'ai entendu, il n'y a aucune certitude là-dessus, mais de toutes les personnes que je connais qui, il y en a pas mal, le protocole demande à ce qu'on fournisse un KYC pour pouvoir effectivement réclamer nos tokens. Et en réalité, il s'agirait d'un gros scam. C'est-à-dire que non seulement on récupère pas les tokens Pi qu'on est censé avoir minés, mais en plus de ça, nos KYC sont utilisés en tant que vente de base de données. C'est-à-dire qu'eux, ils s'en servent et ils vendent les données à des grosses entreprises qui en font bon usage, ou pire, à des pirates, quoi. Donc de ce que j'en ai entendu, Pi, c'est un gros scam. En revanche, en trading, c'est un régal. J'ai beaucoup de copains qui se font énormément d'argent, ils aiment trader risqué parce qu'il y a énormément de volatilité en fait. Hein. Si on regarde, là quand on prend le bottom ici et qu'on prend le top ici, on est à du 400%. Donc en fait, les moindres petites variations permettent de gagner énormément d'argent. Alors de gagner beaucoup et d'en perdre beaucoup également, attention, hein, je dis pas qu'il faut le trader, c'est clairement un actif réservé aux expérimentés, mais quand on sait trader, quand on sait mesurer son risque, quand on sait voir effectivement lire un graphique et comprendre où le prix va partir, ben effectivement, apparemment, c'est un régal à trader. J'ai des copains qui font énormément d'argent dessus. Bon. Et moi, je vous avoue que j'ai pris une petite montée, hein, je crois de là à là, j'ai fait un bon billet, mais je vais pas trop me risquer parce que clairement, c'est des choses qui peuvent se retourner énormément, très fort. Regardez là, par exemple, sur cette mèche, le prix a corrigé de 26%. Je vous l'avais montré déjà dans une vidéo précédente. Voilà, là, c'est une mèche, c'est 1 heure. Donc en 1 heure, perdre 26%. Enfin, c'est énorme. On est en levier 4, on se fait soulever, hein, liquider. Donc si vous êtes expérimenté, allez-y, vous pouvez y aller. En revanche, si vous êtes débutant ou même amateur, je vous le déconseille. Et on termine sur la Bitcoin de Binance qui est toujours coincée dans son range, qui est même en train d'un petit peu monter depuis vendredi. Mais on l'a vu tout à l'heure, les altcoins sont quand même en train de reprendre des couleurs. Il y aura pas mal de discussions sur les altcoins là vendredi. On va voir ce que ça va donner. Mais clairement, de toute façon, tant qu'Ethereum n'a pas repris du poil de la bête, les altcoins ne pourront pas, elles, performer toutes seules. En tout cas, pas sans effet d'annonce. On a eu des beaux runs au mois de novembre et début décembre sur Ripple, Cardano, mais pourquoi? Parce que justement, il y a eu les élections, donc du coup, la direction de la SEC allait changer. Comme Gary Gensler était anti-altcoin, il n'était pas anti-Bitcoin, il était anti-altcoin, Ripple, Cardano et plusieurs autres projets comme ça étaient coincés en procès contre eux depuis des années et ne pouvaient pas monter. Et
Et donc, dans cette expectative, le cours de ces tokens a explosé à l'élection de Donald Trump. Et sans ces effets d'annonce, en fait, c'est des tokens qui, en réalité, il n'y a pas grand-chose derrière. Donc clairement, tant que la liquidité du Bitcoin ne se déversera pas dans l'Ethereum et qu'ensuite l'Ethereum aura vécu son cycle pour qu'ensuite la liquidité d'Ethereum se déverse vers les altcoins, on n'est pas prêt de voir une alt season. Hein. Enfin voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!